Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Le plus important à Avignon, c'est le mouvement et la recherche. La recherche, tant qu'elle se présente sous un aspect ennuyeux, bien sûr, il faut éternellement conserver un visage séduisant à la culture. Comment faire rire sur scène ? Comment faire jaillir de l'humeur heureuse à partir d'un texte ? Faire pleurer, toucher, faire réfléchir, c'est déjà difficile. Faire rire, c'est peut-être encore plus dur parce que le drôle suppose le décalage et donc la profondeur. C'est un exercice 2 en 1. Il se trouve qu'au Festival d'Avignon, il y a 2 spectacles qui réussissent cet exploit. On s'installe sur les fauteuils, normal. On se lève à la fin avec du drôle plein le cœur et des réflexions plein la tête. La première pièce montre un homme tout seul sur la scène. Il fait plusieurs rôles, entre autres celui d'une mère bourgeoise affolée à l'idée que son fils veuille devenir comédien. Le drame. « Passe ton bac d'abord, lui dit-elle, mais nous sommes en 1968 et le chaos menace. » La seconde pièce montre au contraire une flopée de comédiens. Chacun ouvre une scénette qui déconstruit le langage. Par exemple, un journal d'actualité qui mélange les mots ou l'énumération délirante de peuples qui n'existent pas. Eh bien, les auteurs de ces 2 pièces, ces monstres sacrés, je vous les ai amenés pour l'apéritif. Chers auditeurs, le premier, bonjour Philippe Cobert. Bonjour. Vous jouez le Bac 68 et la Danse du Diable jusqu'au 26 juillet au Théâtre des Carmes à Avignon. C'est ça ? Oui, exactement. Voilà. Et bonjour Valère Novarina. Bonjour. Votre pièce, Le Vivier des mots, se tient au cloître... Le Vivier des noms. Le Vivier des noms, pardon, se tient au Cloître des Carmes jusqu'au 12 juillet. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est l'amuse-bouche sur France Inter, sous les platanes, en public, dans le vent. Mais c'est quand même un vent de folie que font souffler nos 2 pointures avec leur spectacle génialement barré. Est-ce que la vie n'est pas belle ? À tout de suite. L'amuse-bouche. Clara Dupont-Mono sur France Inter. Gélatine en
écoutez l'Amuse-Bouche jusqu'à 19h avec Philippe Cobert et Valère Novarina. On va le faire par ordre alphabétique, un peu comme au baccalauréat. Philippe Cobert. Oui. À la base, il y a La Danse du Diable. C'est une pièce que vous portez, que vous nourrissez depuis plus de 30 ans. Oui. Vous la jouez à Avignon. Si on reste sur La Danse du Diable, c'est en gros l'histoire de Ferdinand, pardon, je vais y arriver. Son enfance et son adolescence des années 50 aux années 70. Oui. C'est surtout l'histoire de sa mère, qui est Claudine Gauthier, sacré caractère, à qui il est quand même très difficile de s'opposer. Voilà, là, est-ce qu'on peut entendre Claudine Gauthier? Non, on l'entendra pas. Concentre-toi un petit peu, parce que moi, je ne peux pas non plus trouver d'exemple plus concret. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Non, tu ne croises pas tes pieds comme ça, parce qu'après, tu vas tout te mélanger pareil dans ta tête. Ne touche pas ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ça y est, Madame Colomet, oh non! Oh, ça y est, là qu'il y pousse encore cette espèce de bon Dieu de bouton sur sa figure, mais Jésus! Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel, moi, pour faire un morpion comme ça? Écoutez, il y pousse des boutons sur sa figure chaque fois que je veux lui apprendre quelque chose. Il touche pas ça, après ça fait des croûtes partout. Vous l'avez créé en 1980, c'est difficile de pas rire. Vous l'avez créé en 1981. Oui. Comment ça se passe, cette cohabitation avec le texte depuis plus de 30 ans? Est-ce que c'est comme une histoire d'amour, c'est-à-dire que des fois vous avez besoin de prendre le large, ou est-ce que vous avez besoin de une présence constante? Non, en fait, c'est comment dirais-je, c'est quelque chose qui a commencé pour moi en 81, même avant, en 80, c'est-à-dire l'idée de faire une idée qui s'est formée quand j'étais au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, d'inventer une écriture d'acteur. C'était au creux du travail que nous faisions sur la Commedia dell'arte, l'improvisation, et puis ce qui a donné ensuite le film Molière, etc. Et cette idée de faire une écriture théâtrale d'improvisation burlesque, qu'Ariane avait utilisée pour parler du monde contemporain, moi j'ai eu l'idée, l'envie de l'utiliser pour parler de mon monde intérieur. Est-ce que c'était votre maman? Pardon? Est-ce que c'était votre mère, la première source d'inspiration? Non, ça a été Ariane, c'est-à-dire Jean-Pierre Taillade qui m'a aidé à aller vers là. Un jour, il m'a dit joue Ariane. Et j'ai joué Ariane avec ses doigts, ses cheveux, etc. Et sa façon d'être comme ça, de parler comme ça. Et je me suis mis à jouer les gens de ma vie, et sans du tout savoir au départ que ça serait ça la pièce. Je crois que c'était juste pour me déconner comme ça, comme on déconne quand on répète, une fois que ça bloque. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça allait être ma pièce. Puis un jour, comme ça, pour m'amuser, pareil, j'ai fait, avec Clémence Massard, ma compagne du Soleil, j'ai dit tiens, je vais faire quelque chose, j'ai fait ma mère. Et là, il y a une porte qui s'est ouverte ou quelque chose qui s'est déclenché. Je me suis mis à être ma mère, vraiment, à sortir. Ces mots sortaient de ma tête. Je ne savais pas très bien comment. Son flot verbal, sa logorée sortait. Et petit à petit, d'improvisation en improvisation, j'en avais 70 heures. J'ai essayé vaguement, malhabilement, comme j'ai pu, de composer quelque chose qui s'appelle une pièce qui durait 2 heures. Mais voilà, puis ensuite, j'ai continué ce travail-là pendant de longues années, mais j'ai fait plus de 20 spectacles et plus de 20 pièces. Donc c'était le début de ce... Et au fond, si vous voulez, je reprends La Danse du Diable parce que c'est comme ça qu'il est convenu de parler, mais La Danse du Diable n'a jamais cessé, elle continue, le texte, je l'écris quand je le joue, la reprise, c'est une notion relative pour moi. Je continue à habiter avec elle, à la retrouver, à la faire... Et y compris d'autres pièces, d'ailleurs. Le Bac 68 était un des épisodes de L'Homme qui danse. Alors justement, parce que ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'en fait, vous avez extrait un épisode de La Danse du Diable, qui est le Bac 68. Vous en avez fait une pièce à part entière qu'on peut aussi voir à Avignon. Pourquoi vous avez choisi cet épisode du Bac? Eh bien, c'est une histoire dans l'histoire. C'est que La Danse du Diable a évolué au fur et à mesure des années. À un moment donné, c'était trop lourd, c'était trop long. Il y a donc une séquence que j'ai enlevée et qui ne racontait pas vraiment le bac, mais qui racontait les conseils de la mère, surtout comment elle essaye d'empêcher son fils de faire du théâtre. Et cette séquence me manquait. Et je me suis dit, si je l'amène jusqu'au bout avec le bac, parce que ça, je le jouais dans la version intégrale, c'est très compliqué tout ça, mais bref, ça peut peut-être faire un spectacle complet. Et ma seule ambition était de raconter aux jeunes gens d'aujourd'hui comment leurs parents ou leurs grands-parents avaient passé le bac en 68, parce que ça a quand même été un épisode assez pittoresque et assez particulier. Mais en jouant, je me rends compte que c'est pas tellement sur le bac 68 ce spectacle, c'est sur le bac, tout simplement. Le bac,
je crois qu'avec le pucelage, sont les deux moments stratégiques de notre vie, les plus horribles, les plus angoissants, en général les plus ratés. Donc voilà, et je pense qu'il faut que derrière toute comédie, toute chose burlesque, il y ait une tragédie profonde, la tragédie du bac. Comme je vous dis, j'aurais pu raconter la tragédie du dépucelage. Oui, c'est un peu un dépucelage aussi. Valère Novarina, est-ce que vous vous souvenez de votre baccalauréat ? Oui, très bien. À Thonon-les-Bains, je me souviens de la mobilette que j'ai enfourchée pour aller passer le bac, etc. Ça a été une tragédie ou pas ? Est-ce que c'était une tragédie ? C'était une tragédie ? Non, je ne sais plus très bien ce que c'était. Ça n'a pas été un événement très marquant. Voilà. Mais en tout cas, vous l'avez eu. Oui, oui. Alors, votre vivier des noms est moins narratif que la pièce de Philippe Cobert, mais tout aussi drôle, parce que vous, ce que vous avez monté, c'est une succession de tableaux, et chacun déconstruit un peu plus le langage. Extrait. Voici les cendres de mon fils arrière et les poussières de l'arrière-petit-fils de mon prochain grand-père. Je les mélange en une immense boîte à joie et je les verse une à la poubelle dans la nuit. Prononcez le discours aux choses. Choses parmi là qui sont ici, disparpillez-vous en un sac, puis réunificatez-vous en 1000 semailles. Ce qui est semé en mépris ressuscitera en gloire. Les peuples s'appellent les stagiaires de sort du Nord-Poitou, les inverseurs prévus, les euthanasiens stricto tendance. D'ailleurs, ils sont en guerre contre les gens adverses. Valère Novarina, ces noms, vous les trouvez comment ? Vous avez un carnet, vous les notez ? Je les trouve immédiatement, je les trouve tout de suite. Et aussi, j'ai justement un lieu dans ma table de travail qui s'appelle le vivier des noms. Lorsqu'il y a des noms, comme ça, les noms prolifèrent parfois. J'ai eu la manie des noms intensément pendant plusieurs années. C'est-à-dire, par exemple, chaque fois qu'il y avait une pétition, des pétitionnaires dont le nom apparaissait dans Le Monde ou dans un journal, j'étais obligé de les lire complètement, de les lire tous. Mais il y a l'idée aussi qu'on délivre le langage. Voilà, et là, ce sont des noms inventés. Ça répond aussi un peu à un spectacle qu'on avait fait ici en 86, qui était les drames de la vie, où il y avait 2587 personnages. Et bien là, c'est 2587 personnages, 88, apparus depuis. Les noms comme germes des personnages, germes des actions, les noms comme enclos des vies, comme du minerai dans le récit. Oui, mais vous les cassez. Il y a quelque chose, vous sortez du cadre, puisque vous les inventez, vous les brisez, vous en reconstruisez d'autres. Oui, je vais dans un français pluriel. C'est-à-dire, moi, je suis peut-être un peu aussi un écrivain du XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y avait une grande souplesse pour l'utilisation des suffixes, etc. Voilà, je travaille avec le français germinatif. Germinatif. Avec un français qui comprend aussi les patois, les argots, les langues, les métiers, un français pluriel qui n'est pas forcément le français du petit ou du grand Robert. Et il ne faut pas être pourtant spécialement très lettré pour aimer votre spectacle et en rire. Pas du tout, parce que tout le monde aime le langage. Enfin, je sais pas, les gens dans les banlieues qui parlent verlan, qui inventent des mots. Le jeu avec le langage fait partie de la joie humaine, quand même. Et il faudrait peut-être retrouver le langage comme zone érogène, comme zone d'invention et de libération. Alors ça va bien pour Ferdinand, justement le héros de Philippe Cobert, mais il se trouve que Claudine Gauthier, elle joue aussi, sans le vouloir, avec les mots, parce qu'elle est atteinte de paraphasie. Alors expliquez-nous, c'est quoi la paraphasie ? Elle se trompe dans les mots, c'est-à-dire elle cherche ses mots, elle fait des lapsus effroyables. Elle parle du mari de son mari, M. Bourdillon, M. Bélanger, M. Papillon. Enfin, elle trompe sur le nom des gens. Elle dit ornithorynque pour désigner quelqu'un. Ah, mais ça, elle ne se trompe pas. Ça, c'est... il est vraiment dans la salle. Puisqu'elle demande à M. Bélanger, ça existe, ça en papillon ornithorynque. Ça, c'est moi qui fais un lapsus volontaire et qui dit absolument n'importe quoi. Mais en effet, l'ornithorynque est un gros papillon de 30 cm qui vous regarde de ses yeux désespérés. Mais bon, ça, peut-être que c'est en effet une citation involontaire de Valère Novarina, parce que je connais bien Valère Novarina, je lis toutes ses pièces, et ça pourrait en effet être tout à fait une référence d'une de ses pièces. Alors il y a un autre référentiel à laquelle on pense, c'est la petite pièce Un mot pour un autre de Jean Tardieu, dans la comédie du langage, parce que c'est exactement ce que fait Claudine Gauthier, et c'est exactement aussi ce que fait Valère Novarina.
C'est-à-dire, vous savez, le langage, c'est commun. C'est à partir du moment où on explore, c'est peut-être ça la tâche du théâtre, c'est de représenter comment ça sort de la bouche. Et à partir de ce moment-là, voilà, moi quand j'avais lu pour Louis de Funès, c'est une des premières pièces que j'ai lues de Valère Novarina, j'ai eu l'impression, j'allais dire qu'il m'avait vu jouer, parce que j'ai eu l'impression qu'il faisait parler l'acteur. Qu'il écrivait ce qu'il y a dans la tête d'un acteur qui improvise, qui joue, qui rentre en scène, qui ne sait pas ce qu'il va jouer, ce que j'avais appris à faire avec Ariane Mouchkine. L'acteur qui improvise, c'est celui qui rentre, il a à la limite un masque, mais il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas ce qu'il va dire, il ne sait pas où il va, il plonge dans un trou, et puis là, il trouve quelque chose pour ne pas mourir, pour s'en sortir, pour faire rire Ariane, en l'occurrence, et c'est un peu ce qui est décrit dans les pièces de Valère Novarina. Le Festival d'Avignon, c'est une multitude de spectacles, donc il y a les monstres sacrés comme vous, Messi, il y a des artistes à foison, et alors nous, à l'Amuse-Bouche, on en a repéré un, notamment, qui s'appelle la Winter Family. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais allez-y si vous avez l'occasion, parce que c'est un duo. Il y a l'Israélienne Ruth Rosenthal, le Français Xavier Klein. Ils ont monté un spectacle qui s'appelle No World, FPLL, et qui montre en fait la tyrannie des écrans dans nos vies. Alors ils font défiler toutes les images, il y a celles des pubs, des journaux télévisés, il y a des vidéoclips, il y a Internet. Et en fait, les performances des acteurs vont sans arrêt contrebalancer cette omniprésence des images. Eux-mêmes vont mettre d'autres images, d'autres sons qui révèlent la vacuité des images. Alors dit comme ça fait très radio-neurone, mais je vous assure, allez-y, parce que vous ne bouderez pas votre plaisir. Nous avons attrapé la Winter Family juste avant qu'ils n'entrent en scène pour partager un petit amuse-bouche. Ladies and gentlemen, Winter Family are happy to present No World, FPLL. It's her home and she knows. But tonight we're going to show you the most extraordinary product never been seen before. And it's really cool. Les toilettes, le ménage, refaire le lit, les coucher, les faire à manger, leur donner la béquille. L'intégration autant qu'il est nécessaire, la solidarité autant qu'il est possible. Il y a eu des progrès, et notamment sur la croissance, qui a été l'objet de nombreuses discussions. Bonjour la Winter Family. Bonjour. Durant votre spectacle, on est entouré d'écrans qui montrent Candy Crush, des vidéos de chatons, des images de chambres d'hôtel sur des sites de location de vacances ou une publicité pour les serviettes hygiéniques. Est-ce que vous vouliez montrer la vacuité de ces images ? Aussi ça, et puis aussi juste montrer nos mondes quotidiens. Parce que vous avez pris volontairement des images qui montrent la surconsommation. Xavier ? Oui, c'est ça. En fait, on voulait montrer l'embarras qu'on ressent tous. Tout le monde ressent une sorte d'embarras finalement assez agréable et en même temps addictif. Enfin, c'est assez bizarre, donc on voulait faire un spectacle sur l'embarras qui est lié à la... Bon, en étant un peu pompeux, peut-être à la post-saturation. C'est déjà plus la saturation, on est dans le moment d'après, j'ai l'impression, on est dans le grand embarras. Ouais, ça nous choque pas et cette image est vraiment fait partie de notre vie quotidienne. Et du coup, le rythme du spectacle est lié à ça aussi, c'est-à-dire que c'est un non-rythme. Quand tu parles à quelqu'un, par exemple, et qu'il te répond, et puis tout d'un coup son téléphone sonne et qu'il fait en te regardant du coin de l'œil, mais en fait il check son portable. En fait, on voulait faire ressentir ça en permanence dans le spectacle, un espèce de nuage de rien, quoi. Voilà. Alors à un moment, on a la rencontre sur grand écran entre François Hollande et Angela Merkel. Donc ils sont là, ils parlent, chacun attend que le propos de l'autre soit traduit, soit un peu gauche, et le public est plié de rire. Pas toujours. C'est vrai, en tout cas hier soir il l'était, et c'est vrai qu'il y a quand même un effet un peu clownesque qui surgit. Mais pourquoi est-ce que, selon vous, l'effet comique jaillit subitement d'images dites sérieuses ? Parce qu'encore une fois, eux aussi, ils sont embarras. Ils subissent aussi la situation, en fait. Voilà. Ils parlent de cette langue, le nouveau langue, là, qui dit rien, en fait. Il dit rien. Et c'est nos élus. On est tous concernés par ça. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est que dans le spectacle, c'est que il n'y a pas des gens plus ou moins concernés. On est tous dedans, on en fait tous partie. Qu'on soit en train de vendre des chips ou vendre un spectacle ou une candidature ou n'importe quoi, finalement on est tous obligés de se plier à
à des systèmes qui deviennent complètement absurdes, à des codes absurdes. Et ce système-là, c'est nous qui l'ont fait. Et en même temps, c'est assez démocratique finalement, puisque vous montrez subitement qu'un chef d'État est mis exactement sur le même plan qu'un chaton ou un vendeur de serviettes hygiéniques. Oui. Donc, en fait, c'est plus l'égalité que la démocratie. Oui. Ouais, on peut dire ça. C'est l'égalité face à la consommation, face au dossier, on est pris dans un flot permanent. Tout le monde est pris un peu en étau et essaye de s'en sortir comme il peut. Voilà. Il n'y a pas de jugement, quoi. Oui, après, c'est pas grave parce qu'on vit bien, finalement. Oui, il n'y a pas de jugement et en même temps, vous avez un vrai regard parce que vous révélez quand même la vacuité et l'absurdité quand même de toutes ces images qui nous matraquent. Je pense notamment à un moment, vous vous servez beaucoup du son. À un moment, on entend l'hymne de l'État islamique qui est mélangé à un tube qui ressemble à Gangnam Style. C'est ça. Enfin, c'est Niam Niam Style ou ça, on le mélange parce que finalement, voilà quoi. Enfin... Finalement, c'est pareil. En fait, quelque part aussi, les chatons et les massacres, il y a un moment, il y a de editing de chatons et massacres. Aussi, il y a quelque chose il y a plus de hiérarchie des idées parce que tout nous donnait sur la même plateforme, si c'est Facebook ou YouTube. Donc en fait, cette espèce d'égalité, vous allez sans arrêt en montrer la contradiction, parce que vous montrez des images de guerre et derrière on entend une romance italienne, une chanson. En fait, vous vous servez aussi du son comme d'un contre-pouvoir. Ouais, c'est de la juxtaposition basique. C'est ça. Parfois, c'est très honnête, parfois c'est totalement cynique et ridicule, parfois c'est très malhonnête. Et puis ça marche. Ouais, ça peut marcher. Parce que notamment, il y a un clou du spectacle où vous diffusez des images de fabrication de saucisses industrielles. C'est juste abject. Et pendant ce temps, Ruth est sur scène et elle prépare des nuggets qu'elle sert, qui sont servis au public. Vous passez dans les travées et vous les servez. Nous, public, on reçoit ça dans des assiettes en carton. On regarde ça d'un œil très bizarre, parce qu'en plus on a les images sous le nez de la fabrication de saucisses industrielles. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Il y a quand même une prise de conscience que vous cherchez chez le public. C'est pas une prise de conscience, c'est plus une, je vais dire ça en anglais parce que j'arrive pas, un acknowledgement, enfin une reconnaissance de nos responsabilités collectives, nous tous. Et encore une fois, c'est pas grave. Et encore une fois, c'est ça nos vies. Parce qu'on se surprend à regarder le voisin, à dire est-ce qu'il va manger, est-ce que moi je mange. Donc c'est nous, public, on est dans le spectacle à ce moment-là. En fait, pour nous, quelque part, le public, c'est les sujets de spectacle comme nous sur scène. Là, on veut faire subir aux gens l'embarras, la gêne qu'on ressent tous un peu dans nos vies, quoi. Qu'on soit comme ma sœur, la dame que vous entendez qui est donc aide à domicile dans les Vosges, ou une directrice de théâtre. Finalement, on est tous un peu emmerdés avec tout ça. Puis on fait tout ce qu'on peut. On veut juste prendre un moment, comment on dit, close-up. Dépistage non. Un instantané. Pistache Non. je sais plus le nom. On veut prendre une pistache du monde. Mais en fait, on voulait essayer de développer le moment où on ne s'écoute plus, où quand notre gosse, notre fille, elle nous demande un truc et qu'on est devant un ordi, on l'écoute à peine. Finalement, c'est juste on check nos portables. Il y a des vidéos qui passent, on regarde vaguement, on s'en fout un peu. Parfois on est concerné, parfois pas. Donc c'est la logique du miroir, déformant, mais du miroir. Oui. Merci la Winter Family, merci Xavier Klein et Ruth Rosenthal. Merci beaucoup. No World FPLL se joue jusqu'au 12 juillet à Villeneuve-les-Avignon, c'est juste à côté. Vous écoutez l'Amuse-Bouche sur France Inter en direct du Festival d'Avignon avec Philippe Cobert et Valère Novarina. On a entendu que la Winter Family se servait beaucoup de la musique. Valère Novarina, vous vous servez vous aussi beaucoup de la musique? C'est un peu fort, on me saigne jusqu'à la mort et la suite, m'arrive. Non, 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 l'homme n'est pas bon. Non, 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 ah non, que non. L'homme n'est pas bon, ah que non, oh que non. L'homme n'est pas bon. Alors voilà, là on voit un homme agenouillé avec des gens qui ont un couteau, qui s'apprêtent à l'égorger, en disant l'homme n'est pas bon. Est-ce qu'il y a une référence quand même au fanatisme religieux? Au fanatisme, pas spécialement religieux, au fanatisme en général. L'homme tue par tous les moyens et avec avec tout ce qu'il a dans la tête. Voilà. Donc oui, il y a une scène un peu cruelle, voilà, mais qui en même temps, je pense qu'il nous délivre de quelque chose. L'autre jour, on a rencontré un spectateur qui nous a dit que ces images qu'il n'ose pas regarder sur Internet, de les voir tout d'un coup
sous une forme carnavalesque, ça lui a fait beaucoup bien de se délivrer de quelque chose. Et que l'homme soit pas bon, je sais pas, il me semble qu'il y a deux sortes d'humains, ceux qui pensent que l'homme n'est pas bon, et puis le clan Rousseau de l'autre côté qui pense que l'homme est bon. Et c'est une grande séparation entre deux façons de penser. Philippe Cobert, qu'est-ce qu'elle pense, Claudine Gauthier? Elle pense que l'homme est bon ou que l'homme n'est pas bon? Est-ce qu'elle pense que l'homme est bon? Elle Je pense pense que l'homme est pas bon que l'homme si- est bon, non. Non, Je crois sauf pas. s'il Elle a est une assez bonne pessimiste situation. quand même. Oui, Pardon mais elle a un côté pragmatique. Oui, mais elle Claudine est, Gauthier. elle est assez pessimiste quand même. Parce qu'elle est assez bourgeoise, elle est assez Oui. réac, votre Claudine Gauthier, et en même temps, elle a un côté assez lambda. Et elle dit à Ferdinand, ces passages que j'adore, elle lui dit « Nous faisons partie, toi et moi, de la, comment dirais-je, de la cohorte des gens moyens, Oui. qui avancent sur une route bosselée de pavés. Voilà, la cohorte des gens moyens avance, et de temps en temps, au bord de cette route, il y a Charles de Gaulle, Jouni Hallyday, elle dit Jouni Hallyday, Louison Bobet, Gérard Philippe, Marcel Gauthier, ton père, qui tape sur les tambours pour nous encourager. » C'est quand même la grande bourgeoise qui a conscience de sa petitesse, quand même. Oui, elle avait même un sentiment excessif de sa petitesse parce c'était pas une petite femme, c'était une femme qui avait de la dimension, mais elle s'affirmait tellement de droite qu'on peut avoir des doutes sur enfin, elle était à la fois elle était tout pétainiste, gaulliste, pompidolienne, giscardienne. En même temps, elle avait des discussions enfiévrées sur le Parti communiste avec sa femme de ménage qui était anarchiste espagnole. Elle nous élevait qu'elle nous élevait dans une éducation effroyable. On avait 10 fois moins d'argent de poche que nos petits copains qui étaient fils d'ouvriers, etc. On avait les habits les uns les autres. On était élevés comme des SDF. Elle était anticonformiste, elle aimait Godard. Elle m'a fait découvrir Paul Nizan, évidemment, quand j'avais 18 ans. Céline, elle nous a passé Nuit et brouillard quand on avait 14 ans. On faisait des cauchemars horribles. Donc c'était un personnage cocasse. Je vous dis, extrêmement contradictoire. Et en même temps, oui, vous avez raison, c'est une figure française. C'est un personnage assez banal au fond, mais quand même avec très drôle. Je crois que, voilà, et mes parents étaient sévères, mais drôles. Je ne sais pas si c'était juste, non, ils étaient sévères, injustes, mais très drôles. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Et alors, oui. quand vous faites la tirade justement sur la cohorte des gens moyens, vous la plantez sur scène en ayant une démarche pachydermique, lourde. Elle représentait souvent ce qu'elle disait, comme par exemple quand je parle de mon grand-père, qui parlait de Toulouse, de Castelnaudary, de Seps, elle le faisait, ou elle faisait le prêtre ouvrier qui engueulait mon père en chair à Saint-Louis sur l'église. Elle refait le prêtre ouvrier qui interpellait mon père qui était patron d'usine pour le reprocher, parce que le prêtre, évidemment, prêtre ouvrier, ils étaient communistes, ils allaient faire la révolution dans les pays d'Amérique latine. Oui, vos parents s'endorment en faisant des bras d'honneur à la CGT. Alors, par contre, oui, mon père, lui, défendait son précaré. Donc, c'est-à-dire, nous vivions dans l'usine, c'est ce que je raconte dans l'histoire. Donc, les engueulades avec la CGT se passaient dans la cuisine. Et donc, tout le monde s'engueulait. En même temps, les délégués syndicaux étaient curés. Donc, c'était très compliqué. Mon père était cadeau et ma mère essayait de saouler tout le monde pour arranger les choses. Enfin bon, c'était vraiment Pagnol. Khrouchtchev a défilé en bas du jardin. C'était ma nounou qui était un Algérien qui s'appelait Abdallah, qui tenait les écriteaux. Enfin, tout ça était un mélange invraisemblable. C'était Marseille, et puis c'est Marseille quand même. Oui, et donc puis bourgeois, pas bourgeois, de toute façon, tout le monde était dans un fatras général, dans la même poubelle agitée. Mon père, quand il allait la nuit sur les chaînes avec des bouteilles de champagne pour se faire pardonner d'avoir... Enfin, c'était vraiment très haut en couleur. Et du coup, c'est intéressant de savoir que vous avez grandi dans le chaos et que vous le mettez aussi un peu en scène, ce chaos sur la scène. Bien sûr. Valère Novarina, est-ce que c'était pareil pour vous? Est-ce que vous avez grandi dans le chaos et du coup, c'est ça qui vous a donné envie d'aller briser le langage pour en faire quelque chose d'autre? Non, moi j'étais en Savoie, près de la montagne, un endroit où il y avait une multiplicité de langues. L'italien n'était pas très loin, il suffisait de l'allemand pas très loin, et surtout dans la montagne, il y avait des gens qui parlaient franco-provençal. J'étais très nourri par ça aussi, d'entendre le patois qui n'était pas un français abîmé, mais qui était une autre façon de descendre du latin. Donc il y avait une pluralité des langues, et aussi en Savoie, il y a une pluralité extraordinaire dans les noms des toponymes, dans les noms de lieux, parce qu'il y a une histoire très mouvementée. On était une fois piémontais, une fois bernois, etc. Donc parfois, il m'arrive encore maintenant
d'aller en vélo, spécialement voir une pancarte Torchebise 3 km, Boujaï 6 km, Jambes de Ça 8 km, Jambes de La, Watapan, Vacheresse, des noms. Il y a une richesse phonique incroyable sur les cartes, sur la carte du paysage. Alors vous avez aussi en commun tous les deux de maltraiter un peu le corps. C'est-à-dire que Philippe Cobert, vous avez des envolées furieuses et hilarantes, et vous, chez vous, Valère Novarina, vos comédiens fripent leur visage, cassent leur silhouette. Ce traitement que vous réservez au corps m'a fait penser à quelqu'un. Écoutez. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Alors, c'était Louis de Funès. Valère Novarina. On voit que c'est on voit immédiatement quelque chose de ce petit extrait que vous avez passé, que c'est un extraordinaire rythmicien, que les grands acteurs comiques sont des rythmiciens. Souvent, Louis de Funès était pianiste, Daniel Znik jouait du saxophone, et vous, peut-être que là... Dans le genre grandiloquent, poétique, tragique, on peut frapper toujours à côté, ça passe un peu, mais le comique est impitoyable. C'est une virgule près, un millième de seconde près, c'est l'art du rythme. C'est pour ça que c'est peut-être pour moi l'art suprême de l'acteur, c'est l'acteur comique aussi, parce qu'il démonte la figure humaine, il défait l'homme. Il fait ce travail qu'ont fait les cubistes sur le corps humain, ce travail qu'a fait la peinture du XXe siècle, et qui me semble que les comiques dessinent une silhouette. Et pourquoi est-ce qu'on va au théâtre? Peut-être pas pour voir des hommes, parce qu'on en voit bien assez pendant la journée, mais pour voir comment l'homme se représente, comment l'homme fait l'homme, comment l'homme singe l'homme. Et pourtant, Claudine Gauthier, chez Philippe Cobert, devient folle à l'idée que son fils veuille faire du théâtre. Quels sont ses arguments? Se dire là, les arguments qu'elle a sont des arguments, j'allais dire, c'est même pas bourgeois, parce que c'est commun à toutes les classes sociales, c'est des arguments basiques. Il va pas réussir, il va pas gagner. Enfin, elle a des arguments effrayants. Elle dit qu'il est trop petit, que c'est un nain, elle a tous les arguments possibles, qu'il a des croûtes sur la tête, qu'il passe son temps à se branler, qu'il n'a pas fait de vélo, alors il a des trop petits gens. Tous les arguments sont bons pour essayer de le décourager de se lancer dans cette voie qui lui paraît totalement infantile, utopique, et elle lui conseille, elle fait tout pour qu'il devienne coiffeur, en disant si tu es coiffeur, tu rencontreras des comédiens. Enfin, elle est totalement dans l'absurde total, mais surtout, elle lui lègue un terrible doute sur lui-même qui sera peut-être bénéfique. Moi, souvent, on me dit si ta mère n'avait pas été comme ça, tu n'aurais pas été comédien. C'est possible d'ailleurs, mais disons, en tout cas, elle m'a appris à me bagarrer, en tout cas à me bagarrer avec les femmes. Ah, c'est déjà ça. Oui. Ça. Et alors, ils prennent aussi, vos deux pièces prennent à partie le public. Parce que chez Philippe Cobert, Claudine Gauthier regarde le public en disant ça pue la lettre. Oui. C'est sympa. Et chez Valère Novarina, les comédiens s'adressent au public en l'appelant Seigneur public. Ou alors, à un moment, il y a deux clampins de comédiens qui interrompent la pièce en disant pardon, on a loupé le début. Est-ce que vous pourriez reprendre dès le départ? Est-ce que le public est un personnage? Rapidement, Valère Novarina. Oui, bien sûr. Et puis ce qui est beau dans le cloître des Carmes, c'est que c'est un cloître brisé. C'est un cloître qui est ouvert, un cloître qui n'est pas le lieu d'une claustration, mais d'une ouverture sur les 500 en face. Donc il y a sans arrêt sortir de la pièce, arrêter la pièce, la recommencer autrement, etc. Merci. Alors messieurs, à cette heure-ci dans l'Amuse-Bouche, c'est la séquence 3 minutes pour convaincre. Vous avez eu 3 heures, vous, pour convaincre avec votre spectacle. Eh bien, ici, nous, notre journaliste au Monde, qui s'appelle Raphaël Rérol, elle a 3 minutes pour nous convaincre d'acheter un livre. Elle est au téléphone avec nous depuis sa campagne. Bonjour, Raphaël. Oui, bonjour, Clara. Alors, c'est à vous, vous avez 3 minutes pour nous convaincre. On va voir si Philippe Cobert et Valère Novarina vont être réceptifs à vos arguments. Eh bien, j'espère. C'est non seulement d'un livre que je vais vous parler, mais plus précisément d'une bande dessinée, figurez-vous. Ça s'intitule Wonderland. C'est un gros album d'un auteur suisse qui s'appelle Tom Tirabosco et c'est absolument épatant. Wonderland, c'est un livre de souvenirs d'enfance dont l'éditeur nous dit que l'auteur a mis plus de 10 ans à le concevoir. 10 ans, c'est long, hein, mais en fait, il n'y a rien de plus difficile que de raconter une enfance, vos invités le savent, sans tomber dans le nunuche ou le banal, et ce livre échappe complètement à ses travers.
Il échappe au pathos, ça Et y oui, arrive. Et pourtant le risque était grand, le risque de pathos, vous allez voir, parce que l'auteur qui est né en 66 a un jeune frère, Michel, qui est devenu plus tard un célèbre musicien, il joue de la flûte de Pan, mais Michel est gravement handicapé. Il est né avec 2 bras et une jambe complètement atrophiée. Et ce que raconte ce récit, c'est les rapports des 2 frères entre eux et avec leurs parents. Autrement dit, c'est la vie d'une famille agitée, parfois comique et parfois pas du tout, notamment à cause du caractère volcanique complètement du père italien, et à cause du handicap de Michel. Et est-ce que c'est pas un peu attendu? Parce que d'un côté, on a l'aîné qui s'affirme, et de l'autre, on a le cadet handicapé qui s'efface. Eh ben non, c'est tout le contraire. Et c'est ça qui fait partie de l'intérêt de cette histoire, c'est ça qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est ça qui la rend drôle et touchante. Parce que Michel, le frère handicapé, il a un tempérament de lion. C'est une véritable bombe atomique. Il se bat dans la cour de récré, il refuse de porter ses prothèses de bras, il est fort au foot, il est fort au ski, il est fort partout. Alors que Tom, l'auteur de la BD, donc, lui, c'est un agneau. C'est le sensible, le doux, le rêveur de service, un garçon normal qui a le sentiment de tout réussir moins bien que son frère handicapé. Alors tout ça, évidemment, c'est difficile à vivre pour le frère agneau qui, par ailleurs, est quand même un agneau jaloux. Et l'intéressant, c'est que l'auteur n'évite pas les sujets douloureux, celui-ci en particulier, mais il le fait avec une très grande tendresse, avec énormément de drôlerie, quitte à nous faire comprendre à la fin que, comme tous les souvenirs, ceux-ci sont une reconstruction, faite à partir de la sensibilité de celui qui raconte, de ses angoisses à lui. Et très rapidement, Raphaël, comment est-ce que ça s'est dessiné? C'est une technique de gravure particulière, ça s'appelle le monotype, c'est à partir d'estampes au pastel gras, c'est très très beau, c'est plein de volumes. Alors pour finir, je voudrais juste faire un petit aparté à l'intention des auditeurs qui nourrissent des préjugés négatifs à l'encontre de la BD. À cela je dis, acceptez de vous laisser surprendre par Wonderland. Vous découvrirez que la BD, ça n'est pas un art mineur, ça n'est pas un sous-produit à l'usage des paresseux du texte. Dans le cas de Tirabosco, c'est même le contraire, et la preuve, c'est que ça paraît aux éditions Atrabile, qui sont des éditions suisses, mais que c'est distribué en France par les éditions des Belles Lettres. Allez, c'est vendu. Merci Raphaël. Et puis vive la BD. Je rappelle que c'est Wonderland de Tom Tirabosco. On va terminer cette amuse-bouche par un chansonnier. C'est Frédéric Fromet. Bonjour Frédéric. Bonjour Clara. Vous pouvez l'applaudir quand même. Merci. Votre spectacle s'appelle Chanson Vache et ça ne m'étonne pas de vous. Philippe Cobert et Valère Novarina, sortez vos casques parce que voici Frédéric Fromet. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est chouette le festival d'Avignon. Juillet à Avignon, c'est un vrai festival. Des prix de location, t'aurais pas 10 000 balles. Studio très bien situé, en plein cœur de Marseille. Surface 9 mètres carrés, 500 € la semaine. Tout est normal. À Avignon, tout est normal. Ah, les gentils Avignonnais, toujours prêts à nous racketter. Tout est normal. À Avignon, tout est normal. La culture qui y fait merveille, c'est la culture de l'oseille. Et partout des artistes sortis d'un bal masqué qui viennent faire l'article d'une pièce inspirée d'un drame scandinave au titre plutôt classe. Ça s'appelle Ingrid, ne suce pas que de la glace. Tout est normal. Les 1000 spectacles, c'est normal. Vivement qu'on arrive aux milliards. À force de jouer dans des placards, tout est normal. Le programme du off, c'est normal. Des pages à plus savoir qu'en foutre. Ils ont les mêmes à la redoute. Y a pas que dans le off qu'on voit sucer Ingrid. Elle peut le faire aussi dans le cadre du IN. C'est au palais des papes, c'est dans la cour d'honneur. C'est 100 € la place, mais ça dure 10 heures. Tout est normal. Seul le théâtre, c'est normal. Les gens qui vont en Avignon vont-ils aussi en Arcachon? Tout est normal. C'est de la poésie, c'est normal. Comme les tarifs dans les restos. La salade verte à 10 €. Si vous faites 10 mètres sans vous choper un tract, c'est qu'on vous a coupé les 2 bras, les 2 pattes. On a vu des tracteurs au génie diabolique fourrer leur pute dans la gueule d'un tétraplégique. Tout est normal. À Avignon, tout
est normal. Dans le Vaucluse, tout est normal. Comme le score du Front National, tout est normal. À Avignon, tout est normal. Vous me direz pourquoi j'y suis. Je suis comme vous, j'ai pas d'amis. Voilà. Merci beaucoup. Merci Frédéric Fromet. Si vous en voulez plus, parce qu'il y en a peut-être qui vont aimer, moi en tout cas, le spectacle Chanson Vache se tient au théâtre Artaud chaque soir à 20h45 jusqu'au 26 juillet. Ça allait, vous avez rangé vos gourdins, Philippe Cobert et Valère Novarina. C'était drôle. C'est très très bien. Ah, oui. voilà. Donc, vous voyez, Frédéric Fromet, vous avez 2 amis. C'est la fin de cette amuse-bouche. Merci Philippe Cobert et Valère Novarina d'avoir été avec nous pour cet apéritif venteux. Merci aux équipes techniques ici à Avignon, Guillaume Rialan, Étienne Leroy, Patrice Klein et Benjamin Thuot. Demain, nous serons à Arles en direct du Festival de photographie. N'oubliez pas de suivre le Masque et la Plume spécial Avignon de Jérôme Garcin qui sera diffusé dimanche soir et en public. Tout de suite, le journal et puis après, le téléphone sonne de Frédéric Métézo. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Clara. Le sujet du jour. Le sujet du jour, Clara, vous savez quoi? Vous êtes en Avignon, la cité des papes. Eh bien, nous parlerons du pape François qui est chez lui en Amérique du Sud. Et pour répondre à toutes les questions des auditeurs de France Inter, 3 journalistes, 3 consoeurs spécialisés dans l'actualité religieuse. Merci Frédéric. Le numéro de téléphone 01 45 24 7000 et franceinter.fr. Bonne émission. Moi, je vous dis à demain. Nous serons en public à Arles, donc venez nombreux. Nous ferons un nouvel amuse-bouche.